Alors, je suis Anane Mansouri, je suis trésorière nationale des Jeunes Républicains. Et donc ce week-end du 30 septembre et du 1er octobre a eu lieu le campus de rentrée des Jeunes Républicains à Valence, dans une ville dont le maire est Nicolas d'Aragon, qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mené par Laurent Wauquiez. Ça a été l'occasion d'avoir des tables rondes, des débats avec des invités extérieurs à notre parti pour avoir des échanges et avoir un peu ce côté-là débat qui était vachement sympa pour les jeunes. Et ce dimanche, on a eu du coup les prises de parole de nos cadres LR, notre président des jeunes, Guilhem Carayon notamment, et notre président de région, Laurent Wauquiez aussi, qui a pris la parole et qui nous a un peu expliqué sa vision des choses pour les prochaines présidentielles. Et pour animer ce débat, Alexandre et Anna. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Qui a fait un super travail pour organiser ce campus. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Merci également à notre président Eric Ciotti qui nous fera l'honneur de sa présence demain et à monsieur le maire Nicolas d'Aragon de nous accueillir plutôt dans sa maison. Henri Guénaud, merci à vous d'avoir accepté l'invitation du Bureau national des Jeunes Républicains. Henri Guénaud, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, vous avez travaillé auprès des plus grands, dont Charles Pasqua, Philippe Séguin. Vous avez aussi été initiateur du thème de la fracture sociale lors de la campagne de Jacques Chirac. Benjamin Morel, vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2, docteur en sciences politiques, directeur du comité scientifique de la Fondation Respublica. Merci à vous de présenter. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que la nation? Ça fait 200 ans qu'on en parle. Ernest Renan, c'est lui qui avait tenu cette conférence en 1882 à la Sorbonne. C'était un penseur du 19e siècle, un penseur français, qui soutenait que la nation repose sur la volonté continue des individus de rester au sein d'une communauté unie et avec une communauté de destin. Donc, cette conférence s'est produite à la Sorbonne en 1882. Il explique que la nation est un plébiscite de tous les jours, ce qui signifie que les citoyens expriment leur adhésion à la nation chaque jour après leur engagement. D'ailleurs, il y a la librairie La Procure qui a le petit livre de 47 pages, Qu'est-ce que la nation, à l'entrée là-bas. Donc, de fait, cela rejette l'idée que la nation est déterminée par des caractéristiques ethniques ou religieuses qui sont la vision allemande de l'époque de la nation. Et la notion de laïcité se retrouve au cœur de sa pensée. Pour lui, l'identité nationale est formée autour de valeurs communes, d'une histoire partagée qui crée l'attachement mutuel entre citoyens. Contrairement à la perspective biologique, il insiste sur le fait que la nation est le résultat de choix conscients, pas de... Donc commençons de suite. Ernest Renan insistait donc sur le fait que la nation est un plébiscite de tous les jours. Comment, Henri Guénaud, Benjamin Morel, interpréteriez-vous l'idée de la nation dans un contexte contemporain? Comment définiriez-vous la nation et les éléments qui la composent? Alors d'abord, bonjour à tous. Merci pour cette invitation pour notre réunion de rentrée 2023. Je suis très heureux, moi, de refaire un petit voyage au sein des Républicains. Et si vous voulez, je suis pas venu aujourd'hui pour vous faire un discours politique, encore moins un programme politique. Je suis juste venu pour vous faire partager une réflexion
sur la politique et sur la situation de notre pays. Alors la nation, François Evan l'a dit très bien tout à l'heure, au fond, c'est le sujet de la politique, en tout cas, c'est le sujet central, pour dire matriciel, celui qui, au fond, qui engendre tous les autres de la politique dans un pays comme la France. Il y a plusieurs formes d'organisation politique. Il y a la cité-État, il y a la nation, il y a l'empire. La différence entre un empire et une nation, c'est que une nation, et la France est une nation. Une nation, c'est un peuple. Un empire, c'est des peuples. Une nation, c'est un peuple qui a une conscience d'être un peuple, qui veut être un peuple. Et la phrase de Renan, elle est remarquable par sa concision et sa profondeur. Il dit c'est un plébiscite de tous les jours. Ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui, c'est un référendum de tous les jours. Et vous remarquerez dans l'usage que nous faisons du référendum que nous sommes en train de progressivement nous éloigner de l'idée de nation. Le référendum, c'est le général de Gaulle qui l'a remis à l'ordre du jour. Le référendum, pendant un siècle et demi, il a été ostracisé dans le débat politique. Il a été utilisé par Napoléon Bonaparte, par le premier consul, par l'empereur. Il a été utilisé par Napoléon III, ça suffisait aux yeux de certains à le discréditer. En faire un plébiscite, c'est-à-dire un vote sur une personne et non sur un projet, le général de Gaulle avait compris mieux que personne, mieux que quiconque ce qu'était une nation, et pas seulement une nation à ce moment où il a tenté de la reconstruire, mais une nation de tout temps. De tout temps, une nation, encore une fois, c'est un peuple qui a une conscience de peuple et qui garde cette conscience de peuple. La question qui est la nôtre, nous devons nous poser aujourd'hui, c'est non pas est-ce que l'état du monde nous empêche d'être une nation, mais est-ce que nous croyons encore, nous pensons encore être un peuple, est-ce que nous voulons être un peuple, et est-ce que nous sommes décidés à nous battre pour rester un peuple. Et ça, c'est le cœur de la politique, c'est celui d'entre vous qui ne pense pas à la politique de cette façon, en réalité, n'a pas d'engagement politique. Quelle que soit la façon dont il va répondre à cette question. Alors certains gens vous diront, dès que vous prononcez le mot nation, que vous êtes un nationaliste. Malraux disait le sentiment national, pas le nationalisme. On prête à De Gaulle cette formule. Le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour des siens. C'est vraiment... Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, sans chercher de la vérité rhétorique, mais il faut que vous alliez chercher une réponse à cette question au fond de vous-même, et vous ne serez crédible. Vous ne serez convaincant que si vous arrivez à y répondre d'abord pour vous-même. Pourquoi on est là? Pourquoi on milite? Pourquoi on vote? Ayez là. Mais oui, la politique, c'est du sentiment. Pas du sentimentalisme. Oui, c'est du sentiment, parce que ce qui nous rattache les ombres, c'est d'abord un sentiment. Alors, moi j'entends depuis 40 ans que la nation est condamnée, que dans ce monde dans lequel nous vivons, il ne peut plus y avoir de nation. Donc il n'y a pas de nation, il ne peut plus y avoir d'État non plus, il ne peut plus y avoir de frontières. Il ne peut plus avoir une autre citoyenneté qu'une espèce de citoyenneté universelle, mais vous savez, quand on est citoyen du monde, nous sommes tous, d'une certaine façon, mais quand on est citoyen que du monde, on n'est plus citoyen de nulle part, en réalité on n'est plus citoyen du tout. Et d'ailleurs, ceux qui vous expliquent ça sont les premiers, quand ils se trouvent à l'étranger, brusquement en danger, pris comme otage, ou emprisonnés par le pays dans lequel ils se trouvent, par le pays dans lequel ils se trouvent, à appeler au secours. Appeler pour leur pays, brusquement revient le sentiment national, l'attachement à la nation, ou alors quand ils sont malades et qu'il faut vraiment se faire soigner, parce qu'on se fait mieux soigner en France et pour moins cher que dans beaucoup d'autres pays. Mais voilà, il y a beaucoup de gens comme ça. Je vais vous citer un exemple qui m'a beaucoup frappé
pendant la crise de 2008. Jusque-là, on m'expliquait que les entreprises n'avaient plus de nationalité. Elles avaient un capital internationalisé, les marchés financiers étaient des marchés mondiaux, les marchés de biens et de services aussi. Bien figurez-vous que dans la crise de 2008, toutes ces entités qui n'avaient plus de nationalité, qui vivaient leur vie, enfin sauf les entreprises américaines, parce que aux États-Unis on a une nationalité, puis quand on est pris, l'État américain vous le rappelle, mais bien fait vous dire, il n'y en a pas une seule menacée par la crise qui s'est trompée de guichet. Pas une. L'entreprise d'automobile américaine sont allées voir le gouvernement américain, l'entreprise d'automobile française sont allées voir le gouvernement français. Jusque-là, elle disait, mais bah, nous on est mondial, on est global. Bah, ce jour-là, ils étaient plus globaux. Bah, ils étaient plus global. Ce jour-là, ils sont venus voir l'État français, comme entreprise française, même quand elles avaient des actionnaires étrangers, pour qu'on les solde. Et ça s'est passé ici, dans le monde entier. Donc ne croyez jamais ceux qui vous disent l'état du monde, l'évolution des mœurs et de la société condamnent la nation. Ceux qui condamnent la nation, c'est tous les renoncements, tous nos renoncements. La droite, la gauche, le centre, la politique, l'économie, la culture, tous nos renoncements depuis des décennies. Mais on n'est pas obligé de renoncer. Et si vous regardez l'état du monde, le seul endroit où l'on renonce vraiment à l'idée nationale et à l'intérêt national, c'est l'Europe. Les États-Unis, on ne revient pas là-dessus, mais allez voir dans le reste du monde, allez voir en Chine, allez voir en Amérique latine, allez même en Afrique, enfin, dans toute l'Asie. C'est un moment où les questions, c'est un moment où tous les refoulés sont en train de revenir à la surface. Alors il y a des refoulés de pensée, des siècles d'occidentalisation du monde qui sont terminés derrière nous. Et puis, ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, tout ce qui est ancré tout ce qui était refoulé dans les imaginaires, dans les cultures, dans les sentiments, revient à la surface partout. Et la question fondamentale qui nous est posée en tant que nation et en tant qu'Européens est celle-ci. Dans ce qu'est en train de devenir le monde, sommes-nous décidés, sans nous enfermer, à restaurer la nation et à nous battre à nouveau pour notre intérêt national? Et c'est une question qui se pose à tous les pays européens, mais aussi, d'une certaine façon, même à un degré moindre, à tous les pays occidentaux qui sont en train de se haïr eux-mêmes, au point qu'ils n'arrivent même plus à offrir leur modèle culturel, identitaire, national à leurs propres concitoyens. Et donc ce qui se désagrège, c'est les nations, et derrière les nations, ce sont les sociétés, c'est la démocratie, et c'est une forme de civilisation qui est en train de sombrer. Nous sommes les seuls responsables de nos malheurs. Et la politique, ça commence par là. Nous sommes les seuls responsables de nos malheurs. Et nous avons décidé ensemble de faire en sorte que ces malheurs cessent. Voilà, je ne vais pas dire. Je vais laisser Benjamin Moral nous apporter une vision intelligente d'un politologue qui a encore le sentiment national. Je ne sais pas trop parce que vous avez déjà dit énormément de choses. Alors avant, je vais évidemment remercier les organisateurs, particulièrement notre président Guilhem Caravi. Sans vous pouvez l'applaudir. C'est un très bon événement que vous avez organisé aujourd'hui et c'est un événement qui donne de l'espoir. On est plusieurs dans les tables rondes, les 3 premières tables rondes auxquelles j'ai commencé à assister, qui venons de la gauche, qui sommes, pour certains encore de gauche,
Ça montre votre ouverture d'esprit, mais ça montre également quelque chose d'autre. Ça montre que, eh bien, aujourd'hui, l'heure est grave, et que derrière des oppositions qui pourraient potentiellement exister sur des sujets économiques, etc., eh bien, il y a quelque chose qui nous lie, il y a quelque chose qui nous tient, et il y a quelque chose qui fait que, eh bien, nous avons tous le sentiment d'urgence, et nous avons le sentiment qu'il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à défendre qui transcende des vieux clivages sur lesquels s'était construite la politique française au siècle dernier. Et parmi ces points fondamentaux, eh ben, il y a la nation. Aujourd'hui, quand vous parlez de nation, eh ben, vous êtes très rapidement traité de fascisme. Fascisme, pardon. Le fascisme est anti-national. Le fascisme, c'est la race, c'est pas la nation. La nation, comme vous l'avez très bien évoqué en citant Bonin, la nation, c'est les citoyens, c'est le plébiscite des citoyens, c'est la volonté de faire quelque chose ensemble. La nation, c'est le peuple. La nation, c'est également les frontières. Le fait de pouvoir déterminer quel est le territoire sur lequel nous agissons et quel est le territoire sur lequel eh bien, nous considérons que nous n'agissons pas parce que eh bien, le peuple est autre. Le fascisme, c'est l'expansionnisme. La nation, c'est pas la guerre. Le fascisme, c'est la guerre. Et donc aujourd'hui, cette confusion, le fait qu'on confonde justement nation et les heures les plus noires de notre histoire, etc., est un vrai crime intellectuel. Et ce crime aujourd'hui, pourtant, il nous est imposé. Pourtant, la nation, c'est la condition nécessaire à la démocratie. Comme je le disais, la nation, c'est le peuple. Et la démocratie, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité pour un peuple de se gouverner lui-même. Si vous n'avez pas de peuple, là, vous n'avez pas de démocratie. On en vient à l'idée que sans nation, il n'y a pas de démocratie possible. Ceux qui condamnent la nation condamnent la démocratie. Lisez un philosophe anglais que vous connaissez sans doute, qui est John Stuart Mill, qui nous parle avant l'heure un peu du communautarisme. Il nous dit, le fait d'avoir une nation, le fait que eh bien, tous nous nous reconnaissions dans un être collectif, c'est la condition du fait eh bien, que structurellement nous puissions faire la politique ensemble. Parce que si je fais partie d'une communauté, que je m'identifie à cette communauté, structurellement, que je ne suis que cette communauté, eh bien si cette communauté est minoritaire, je suis structurellement minoritaire. Je n'aurai jamais voix au chapitre. Si jamais je suis structurellement majoritaire, tant mieux pour moi, eh bien, quoi qu'il arrive, je serai au pouvoir. La délibération, le fait de pouvoir réfléchir en commun sur un sujet, le fait de pouvoir se positionner, le fait de demain, eh bien, pouvoir justement délibérer en tant que peuple, signifie que nous sommes un peuple et que donc nous formons une nation. Nous avons cette possibilité de construire ce plébiscite. Le problème aujourd'hui, eh bien, c'est que ce plébiscite de chaque jour que vous avez évoqué chez Renan, il est en grande partie malade. Pour arriver à comprendre, il faut déjà voir que, eh bien, Renan n'est pas si catégorique. Certes, la nation, c'est un effet d'adhésion, mais il y a tout de même des conditions. Il faut parler la même langue. Le premier objectif de la Révolution, c'est justement d'arriver à parler la même langue. Pas parce que eh bien, le français serait supérieur, mais parce qu'en réalité, il y a la nécessité de pouvoir délibérer ensemble. Il faut une langue commune, qui n'est pas forcément une langue unique, mais il faut une langue commune. Il faut un espace public. Il faut pouvoir débattre ensemble. Il faut pouvoir discuter des mêmes références. Quand nous n'avons plus les mêmes références, quand vous avez une société qui va être scindée, divisée, fracturée en communautés, qui juge que, eh bien, elles doivent vivre leur vie de leur côté sans front commun, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de nation. Et si vous n'avez pas de nation, vous ne pouvez pas avoir de débat public. Et si vous n'avez pas de débat public, vous ne pouvez pas non plus avoir de démocratie. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Ne soyez pas sur la défensive quand vous défendez la nation. Ne pensez pas qu'en défendant la nation, vous défendez une vieille chose. Une vieille grand-mère qui aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation, n'aurait plus qu'à mourir dans son coin sur sa chaise à bascule. La nation, c'est la condition pour que justement il y ait une démocratie, une délibération. Dernier point sur ce sujet, eh bien, la nation, le fait national, c'est également ce par quoi nous nous projetons dans un avenir. Parce que moi, je veux bien pouvoir agir sur mon environnement. Je veux bien demain pouvoir tenter de changer les choses.
je vais renouveler mon appartement, ça va être sympathique. Éventuellement, dans le cadre de ma communauté, je peux arriver à faire bouger quelques petites choses, mais si nous voulons demain changer collectivement la réalité, on a besoin de la politique. Et donc on a besoin de se penser collectivement comme peuple. Vous venez de sortir d'un excellent débat sur la transition écologique, sur l'écologie. Si vous voulez sauver la planète, ça ne sert à rien d'avoir une addition d'individus au niveau mondial qui pensent collectivement qu'il serait bien de changer les choses. Ça ne sert à rien d'avoir des individus culpabilisés, contrits, qui vont considérer que trier ces déchets, c'est important. C'est important. Mais c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Pour arriver à relever le défi écologique, il faut des politiques publiques. Donc il faut de la politique. Il faut une nation qui est capable de délibérer sur elle-même. Et donc vous voyez que derrière l'idée des nations, en réalité, c'est tout le fil politique qui se tire. Et ce fil politique, le fait qu'aujourd'hui, nous avons du mal à faire de la politique. Nous avons du mal à débattre des vrais sujets, nous avons du mal à débattre de notre avenir commun, eh bien c'est également le fait de cette crise de la nation. Donc merci de vous en retrouver aujourd'hui et les Français. Merci beaucoup pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Guénaud. Effectivement, Renan, lui aussi, oppose deux notions que sont la nation qui est plutôt attachée à un territoire et les empires qui ont été plutôt d'expansion. Aujourd'hui, avec les guerres qui éclatent aux portes de l'Europe, les civilisations étrangères à la nôtre qui sont là aussi dans une logique d'expansion pour nous, est-ce que d'un point de vue plus juridique, vous pensez que la France et l'Europe ont encore la capacité de garantir la réalité de leurs frontières? Encore une fois, c'est d'abord une question de volonté. La politique, c'est l'éruption de la volonté humaine dans l'histoire. Pour le meilleur, pour le pire. Pour le pire, si on ne met aucune limite au volontarisme. Et pour le meilleur, si on est capable de se fixer des limites. De toute façon, on ne fait rien de grand ni de beau sans se fixer ses propres limites. Très souvent, on cherche des limites dans les institutions, dans le droit, mais les premières limites, elles sont dans la culture et dans la mentalité de ceux qui gouvernent. Le pouvoir en fou. Alors, il faut essayer de trouver des gouvernants qui le pouvoir ne rend pas fou. Alors, il y a plusieurs degrés de folie. Je ne vais pas vous faire un long développement sur ce que je pense de la manière dont nous sommes gouvernés aujourd'hui. Mais c'est un stade encore très avancé, mais quand même d'un manque total de limites. Il n'y a pas de limite. Je fais ce que je veux, je fais ce dont je rêve, je fais selon mes intuitions. On ne peut pas gouverner un pays de cette manière-là, on fait ça tous les jours. Et oui, nous avons les moyens, mais le premier, une fois, c'est notre volonté. Alors la politique, ce n'est pas seulement une déclaration de volonté, la politique, c'est la volonté en acte. La volonté, ça comprend. Je disais ça il y a quelques semaines à l'institut que vous avez, une formation qui a été créée par ailleurs, un peu Georges Mandel, mais la politique, ça commence par l'idée, en manque d'idée, ça se poursuit par la parole, parce qu'il faut faire partager aux autres, d'abord ça permet de mettre l'idée en forme et la faire partager, mais ça finit par les actes. Et donc vous devez penser, même quand vous faites un discours, vous devez penser à ce que vous ferez, à ce que vous pourrez faire, pas seulement ce que vous voulez, mais aussi ce que vous pouvez faire le jour où vous gagnez les élections et vous arrivez au pouvoir. Et donc ces précautions prises, oui, nous avons les moyens, à condition d'aller jusqu'à la pensée de l'acte futur. En général, on s'arrête à la déclaration de principe, vive la nation, vive la République, vive la souveraineté, vive l'indépendance, et après, la souveraineté, on ne peut pas l'enlever. On ne peut l'enlever ni à une personne ni à un peuple. La souveraineté, c'est tout simplement le droit imprescriptible pour chacun d'entre nous, en tant qu'individu et en tant que peuple, de dire non à ce dont nous ne voulons absolument pas, à ce qui menace de nous asservir. Alors on peut refuser de dire. En 1940, il y a un gouvernement en France qui refuse l'exercice de la souveraineté.
Et puis il y a la France libre qui dit nous avons décidé d'exercer notre souveraineté, c'est-à-dire notre pouvoir de dire non. Alors la France libre, elle n'a rien, elle n'a pas de moyens. Elle a au début le moyen de la parole, et encore parce que les Anglais ont bien voulu le lui donner. Mais elle a cette volonté, encore une fois, imprescriptible de dire non. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, même au risque de notre vie. L'esclave de François Mac peut dire non. Il prend la risque de mourir. Le résistant négrière, il dit non, et il sait qu'il va mourir. Mais personne ne peut lui enlever. Donc notre problème, c'est pas un problème de souveraineté, un problème de volonté personnelle et de volonté collective. Le problème le plus important de la politique elle-même, ça dépend de chacun d'entre nous, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est pas une souveraineté, l'indépendance c'est relatif. L'indépendance, c'est pas quelque chose qui s'analyse par rapport à nous-mêmes, la souveraineté, mais quelque chose qui s'analyse par rapport aux autres. Nous vivons dans le monde avec les autres. Le général de Gaulle disait dans le monde tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont, sans avoir la prétention de changer le monde, ni de changer les autres, mais d'être nous-mêmes dans ce monde-là. Et une politique, c'est d'abord la réponse à cette question de l'indépendance. Quel degré d'indépendance? On discutait avec Benjamin Morel tout à l'heure, cette peur fréquente d'être isolé, cette peur fréquente de ne pas être dans le courant général. Je vais vous citer 2 ou 3 exemples, mais que nous devrions, quand nous faisons de la politique, méditer sans arrêt. Ce pouvoir de dire non, c'est celui, par exemple, qu'exerce le général de Gaulle dans l'hiver 1944, lorsque l'état-major allié ordonne aux troupes françaises d'évacuer Strasbourg, et sous la menace de la contre-offensive allemande dans les Ardennes. Donc, le général de Gaulle et la France libre s'est placé sous le commandement allié. Il doit donc obéir aux ordres des alliés. D'ailleurs, quel moyen a-t-il de faire la guerre tout seul? Bien, le général de Gaulle ordonne aux troupes françaises de désobéir et de rester à Strasbourg. Parce qu'il dit, si on évacue Strasbourg, que feront les Allemands si on revient à Strasbourg? Et nous n'abandonnerons pas un pouce du territoire français. Ça a créé une crise épouvantable, mais finalement, l'état-major a fini par accepter. Ça, c'est la souveraineté. Le deuxième exemple, qui est connu de certains d'entre vous, c'est la politique de la chaise vide sur la politique agricole commune au milieu des années 60. Vous savez, chaque année, il y avait des grandes négociations pour fixer les prix agricoles. Cette année-là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et le général de Gaulle juge que ses partenaires, il dit toujours que si, ça n'est pas fait. Ces partenaires ne veulent pas tenir compte des intérêts vitaux de la France. Et donc il dit, la France ne siégera plus jusqu'à ce que vous soyez décidés à respecter nos intérêts, à prendre en compte nos intérêts vitaux. Et il s'en va. La France ne le siège plus. Il s'appelle la crise de la chaise vide. C'est un nom, c'est le nom de la souveraineté. Et puis évidemment, donc il faut bien fixer quand même le planification. Elle va se remettre les autres pour mettre autour de la table. Et ça a abouti à ce qu'on a appelé à l'époque le compromis de Luxembourg. Mais c'est ça l'expression, la première expression de la volonté politique. Notre capacité à dire non, et notre capacité à dire non, doit se traduire aussi par des décisions politiques. Et j'en cite une seule pour que vous y réfléchissiez. C'est nous. Je pense qu'il est fou de penser qu'on va faire le Brexit. Je pense que la différence avec le Royaume-Uni, c'est qu'il y a l'euro et que je ne sais pas ce qui se passe si on sort de l'euro. Je pense que le risque d'un cataclysme financier mondial est considérable. Donc, il n'est pas moralement, à mon sens, acceptable de dire on va sortir et puis on s'en fiche de conséquences trop grandes risque. En revanche, nous ne pouvons pas continuer à vivre sous l'empire de la suprématie des traités internationaux, des lois, des traités européens, du droit dérivé de l'Europe, des décisions de la Cour de justice et de la façon dont nos juridictions utilisent les décisions de la Cour de justice et des traités européens pour écarter la loi française.
si on, ça avec une extension qui est courte du périmètre des traités européens et des directives européennes, alors c'est plus la peine de faire des élections. Parce que la seule façon de changer les choses ce sera d'obtenir l'accord de tous les autres. Comme c'est très difficile, c'est plus la peine d'aller voter. Le peuple français ne décide plus pour lui-même. Donc la seule façon de corriger ça, et ça il faut réfléchir, c'est de changer ce qu'on appelle les étudiants en droit, ce que je veux dire, la hiérarchie des normes, c'est à la place de la loi française par rapport aux autres lois. Je rappelle aux sceptiques, comme le rappelait, j'ai assisté à un colloque, un colloque la semaine dernière, il y avait un professeur de droit public qui expliquait à un élève en 6e année de droit que non, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, de penser que nous avons été prisonniers discrédités sur la scène du monde, parce que nous aurions corrigé dans la Constitution l'article 55 qui dit que les traités sont supérieurs à la loi. Ce serait simplement revenir à l'état antérieur du droit, avant 1975 et avant 1989 pour le Conseil d'État. À cette époque où, entre 1958 et 1975 et 1989, nos juridictions interprétaient la supériorité des traités de la façon suivante. C'est la dernière volonté exprimée par le législateur qui l'emporte. Si le traité est postérieur à la loi, c'est le traité qui l'emporte. Et si la loi est postérieure au traité, c'est la loi qui l'emporte. Et ça n'a pas détruit l'Europe, ça n'a pas disqualifié la France pendant des décennies. Et donc, simplement aujourd'hui, on ne peut plus compter sur nos juridictions pour appliquer cette jurisprudence. Il faut donc modifier la Constitution. Et c'est un enjeu politique énorme, c'est un combat politique gigantesque. Parce que pour y arriver, il faut passer non par l'article 89 de la Constitution, qui est l'article qui prévoit les réformes de la Constitution, mais par l'article 11 qui permet au président de la République de directement saisir le peuple. Ce qu'a fait le général de Gaulle en 1962 sous les insultes de toute la classe politique de l'époque. Rendez-vous compte, le président du Sénat a accusé de forfaiture, l'Assemblée nationale à l'époque a renversé le gouvernement Pompidou. Seulement voilà, à l'époque on était gouverné. Donc le général de Gaulle est venu devant les Français, il a dit c'est au peuple de trancher. La question était celle de l'élection du président de la République au suffrage universel. Il l'a utilisé ensuite, d'ailleurs, pour d'autres référendums, y compris le référendum de 69. Et je pense que les Français pouvaient très bien comprendre, c'est à vous de trancher. La démocratie, c'est vous.
Gaspard, dans votre vidéo Je réponds aux haters, vous recevez beaucoup de critiques concernant votre prétendue partialité sur un parti politique ou plus généralement sur une idéologie. Comment veillez-vous à maintenir votre impartialité lorsque vous abordez des sujets très controversés certaines fois, ou bien des sujets politiques dans vos vidéos? Ça, c'est un vaste sujet. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une partie de notre jeunesse en France qui réclame de la neutralité, pour ce que ça veut dire, parce que je crois que c'est un mythe absolu. La neutralité journalistique n'existe pas, on est forcément influencé par nos biais. Ceci étant dit, moi, il y a vraiment un truc qui me tient à cœur, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas décidé de bosser comme une grande rédaction et que j'ai voulu être mon propre média en publiant mes vidéos sur YouTube. C'est de pouvoir parler à tout le monde. Et je pense qu'on peut parler à tout le monde sans nécessairement être d'accord avec l'interlocuteur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce que je raconte dans mes vidéos, mais par contre qui apprécient les regarder parce que je suis dans le respect de l'opinion d'autrui. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis très content d'être ici. Quand j'ai annoncé ça sur Instagram, les gens me disaient « Ah bah tiens, t'es curieux, est-ce que tu vas mettre un costard ?» J'ai dit « Bah non, pas nécessairement. » Mais je pense que c'est très important que des youtubeurs qui font aujourd'hui l'information, et on voit qu'il y en a
plus grande partie aujourd'hui qu'avant, puisqu'il y a eu une maturation aussi des audiences. Hier, ce qu'on appelait les digital natives, donc celles et ceux qui ont grandi avec les réseaux sociaux, un téléphone à la main, ils avaient 15 ans en moyenne il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 25 ans, ils payent des impôts, ils votent, et donc il faut s'adresser à eux. Il y a besoin d'avoir une offre d'information. Moi, voilà, j'essaie de pouvoir parler à tout le monde. Ceci étant dit, j'en profite parce que je pense que c'est important d'en parler ici. Pour moi, il y a eu une erreur qui a été commise en 2022 chez les Républicains, c'est que Valérie Pécresse n'est pas allée s'adresser sur des chaînes YouTube qui aujourd'hui ont cumulé peut-être plus de vues qu'elle n'a plus de vues que. Le souci, c'est que derrière, déjà qu'il y avait un socle idéologique qui était un peu battant, on ne savait plus trop. On a vu des jeunes, des Républicains partir chez Horizon, d'autres partir chez M. Zemmour. Et le problème, c'est que, comme il n'y a pas eu de débat, Valérie Pécresse, elle n'a pu convaincre absolument personne des moins de 30 ans, puisque les seuls plateaux et les seuls médias sur lesquels elle s'est adressée, c'est de la PQR, donc de la presse quotidienne régionale, qui est absolument pas, enfin la moyenne de la PQR aujourd'hui, ça doit être 60 ans, qui n'est pas non plus allée, enfin elle est allée à la télévision, mais derrière, en fait, un JT de France 2 ou même Hanouna, même Barthès, je veux dire, aujourd'hui, la moyenne de quotidien, c'est quoi? C'est 35 ans, 40 ans la moyenne d'âge. On ne peut pas dire que ce soit jeune. Je veux blesser personne. Mais ce que je veux dire, c'est que il est absolument primordial aujourd'hui de savoir s'adresser à ces nouveaux médias. Et je pense qu'elle a perdu malheureusement. Je ne pense pas que ça aurait changé la campagne qu'elle ait fait Hugo Décrypte, Le Crayon ou Mon Média. Mais je pense qu'en tout cas, elle aurait peut-être pu atteindre la barre des 5%. Mais on n'aurait pas eu cet appel au don et ça aurait pu être intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup. Alors, vous, Valran, vos vidéos, elles font parler rap. Tes vidéos font parler pas tant sur la soi-disant partialité que tu pouvais avoir ou que les équipes pouvaient avoir, mais sur plus le contenu. Car en effet, ton média est très répandu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vues, mais c'est surtout sur l'ère du buzz. Car en effet, l'information, pour avoir une information de qualité, c'est aussi éviter les petites phrases pour faire plaisir, pour avoir juste 10 000 retweets qui... Cette actualité, en l'espace de 40 minutes, t'as 3 minutes, je sais, je suis chroniqueur au Grand Gueule, t'as 3 minutes pour mettre ton avis, après il y a une coupure pub, et en fait, il n'y a pas de fond qui est produit, donc en fait, personne ne réfléchit réellement et n'émet d'idées en sortant de ça. Et nous, notre thèse avec le crayon depuis le début, c'est de se dire, si on se pose sur une heure, sur un seul sujet de fond, avec des gens légitimes pour en parler, on va se retrouver normalement à émettre beaucoup plus d'idées. Et sur Louis Boyard et Jean Gentil, le débat était assez houleux, c'est un peu plus virulent, je pense, mais je pense qu'il a fait sortir une ligne de crête fondamentale sur le sujet de l'immigration. C'est le sujet de est-ce qu'on priorise les Français en faisant agir notre responsabilité envers nos citoyens, en se disant on s'en fout des autres, quitte à sacrifier entre guillemets les autres, ou est-ce qu'on est prêt à être entre guillemets irresponsable pour son propre pays parce que humainement on ne peut pas ne pas accepter ces gens. Et je pense que c'est important d'avoir cette ligne de crête-là parce que peut-être que ce débat-là, c'est sur cet angle-là qu'il faut le mener. Sur cet angle de, en fait, qu'est-ce qu'on priorise. Et j'en ai marre de voir beaucoup de débats politiques, et je le dis au client, on a reçu beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, mais on en reçoit de moins en moins, et on reçoit de plus en plus de philosophes, d'écrivains, d'influenceurs, de gens, des professionnels de leur métier. Parce que souvent les politiques ont un logiciel où ils produisent, selon moi, pas suffisamment d'idées, de points de vue, en fait, de choses fondamentales. Et selon moi, ça tient énormément au fait qu'ils ne rendent compte finalement assez peu de gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord dans le temps long. Est-ce qu'ils prennent, je le dis sans savoir, est-ce qu'ils prennent vraiment 2 heures, 3 heures à discuter seul à seul, hors caméra, avec quelqu'un qui est radicalement pas en désaccord avec eux? Ça leur permettrait de faire émettre vraiment les lignes de conduite et les lignes à définir en fonction des gens avec lesquels ils discutent. Parce que souvent on a des débats techniques qui en fait ne sont pas le sujet. Parce que si on enlève le côté technique, état de droit ou autre, en fait les gens ne seraient toujours pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a, pour reprendre l'exemple de l'immigration, c'est pas 200 000 immigrés ou 500 000 immigrés qui changent le débat. C'est pas 500 000 immigrés ou 1 million d'immigrés qui changent le débat. C'est la stratégie qu'il y a derrière et c'est la volonté politique qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est une erreur de raisonnement. Il y a des gens qui sont pour l'immigration en tant que fait, et il y a des gens qui sont pour l'immigration en tant que fait. Le chiffre de passer de 150 000 à 200 000, tout le monde s'en fout. Et je comprends pourquoi on passe des heures sur les plateaux télé à débattre du 200 000 ou 500 000. C'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est le fond. Et
et je pense qu'il y a un écrivain américain, libano-américain, qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit le traité de l'antifragilité. En gros, il y a 3 états. Il y a l'état fragile, c'est-à-dire je jette, ça se casse. L'état solide, je jette, ça se casse pas. Et l'état antifragile, je jette, ça se renforce. Et je pense que j'inciterais beaucoup plus les gens à avoir intellectuellement une position antifragile. C'est-à-dire que je me confronte avec les gens comme Guilhem l'avait fait sur le crayon. J'en tire des points avec lesquels je ne suis pas d'accord, certains points qui me font réfléchir, d'autres pas, et j'en sortirai pour le débat d'après 10 fois meilleur. Et je fais ça continuellement jusqu'à devenir un monstre de débat. Et sans forcément en faire sa promotion, parce qu'il y a un paquet de trucs où ça m'énerve vraiment beaucoup, mais Éric Zemmour a passé 20 ans à faire du débat à la télé, et du coup il s'est retrouvé avec un socle idéologique assez puissant, parce qu'il a passé 20 ans à découvrir ce qu'il pensait. Et je pense que c'est une invitation aussi aux gens politiques, notamment aux jeunes, de découvrir ce qu'ils pensent. Parce qu'un courant politique comme les Républicains va avoir plein d'idées différentes, et c'est parce que chacun d'entre vous avait la mission de découvrir ce qu'il pense qu'il va y avoir du débat même en interne qui va vraiment faire émerger des idées qui vont fédérer. En tout cas, il y a une chose que tu as dit que je trouve intéressante vraiment, qui est autour du fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une partie des moins de 30 ans qui en ont un peu marre que les politiques aillent leur parler sur TikTok en faisant des danses, salut jeune entrepreneur, tout ça. Et je pense que aujourd'hui, ce que notre génération demande aussi, c'est la prise du temps long. Et en effet, YouTube, peu importe, ou Facebook, que sais-je, offre des espaces de débat extraordinaires où on n'est pas coupé, on n'est pas formaté, on peut prendre 10 minutes de plus s'il faut parler 10 minutes de plus de tel ou tel sujet. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'interview récente de Macron face à Google Encrypt. Bon, le fond, la forme, on s'en fout un peu. Ce qui est important de voir, c'est qu'à la base, vous avez prévu 1h15 et que ça a duré 2 heures. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que jamais de la vie ça aurait pu arriver sur une chaîne de télévision où tout est hyper formaté, même en presse, en vérité, on a la double page, on sait que c'est l'interview, et voilà, et c'est tout. Autre chose peut-être, je pense que c'est important qu'on puisse avoir des espaces de débat sur Internet à travers des chaînes YouTube ou des néo-médias qui ne soient pas simplement des médias militants. Hugo Clément s'est fait dégommer parce qu'il est allé débattre face à Valeurs Actuelles. Une partie de la gauche et de son camp lui a reproché. Ce qui est absolument absurde puisqu'on ne convainc personne en débattant avec son propre camp. Et aujourd'hui, on est dans une période qui est sourde au débat. On ne peut plus. Les jeunes sont devenus. Une partie de l'opinion publique est devenue stérile à tout ça. Et je pense que c'est vraiment important de créer des espaces comme le crayon pour pouvoir les rassembler. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai une dernière question pour vous deux. Vous avez reçu de nombreuses personnalités politiques, médiatiques. Quel serait aujourd'hui votre invité de rêve, invité rêvé, le must? Vraiment, c'est une très bonne question. Je vais prendre quelqu'un de pas français parce que je trouve je développerai pourquoi je trouve qu'il est très intéressant, mais ça serait Elon Musk. Je trouve qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle d'entrepreneuriat et de politique, c'est parce que je trouve que plus que jamais les deux sujets sont liés ou se lient au très haut niveau. Elon Musk, il a une thèse, et vous regarderez toutes ces entreprises, Tesla, Starlink, Neuralink, SpaceX et Twitter, X. Et toutes ces boîtes-là reposent sur une thèse qui est le off-grid. Le off-grid, c'est la thèse en fait d'être déconnecté d'acteurs centralisés. Le off-grid, c'est quand vous pouvez vous fournir en énergie sans dépendre d'un fournisseur d'énergie. Vous fournir en internet sans dépendre d'un fournisseur d'énergie. Être en communication avec les autres sans dépendre d'une application ou d'un réseau social. Donc le off-grid, la thèse du off-grid, c'est une forme de décentralisation massive et une grande indépendance des individus. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'il en parle assez peu, il n'écrit pas de bouquins, il ne fait pas de conférences là-dessus, mais ça jalonne absolument tous ces business et toutes ces industries. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il s'oppose littéralement à Mark Zuckerberg, qui lui a pour le coup une thèse d'entreprise de on-grid, où tout le monde doit être dans l'écosystème du métaverse de Mark Zuckerberg. Je suis évidemment plutôt côté Elon Musk sur ce sujet-là, mais c'est surtout intéressant de se dire qu'aujourd'hui, les hommes les plus puissants du monde, qui sont quasiment tous des entrepreneurs, font de la politique. Et aujourd'hui, ils la font quasiment en contrôlant les politiques. Et donc aussi commencer à décortiquer leur propre idéologie à eux, et j'aurais bien de faire sur nos clients. Je trouve que c'est vachement intéressant aussi sur la direction que va prendre le monde et sur la direction que vont prendre les canaux, les espaces sur lesquels nous on est tous, notre fournisseur internet, notre réseau social, notre réseau de transport, tout
tout ça va être construit beaucoup par des entrepreneurs et je trouve ça intéressant de savoir ce qui se cache derrière leur tête, dans leurs idées. Et pour la petite blague, on va dire, je trouve d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de points communs entre le discours d'Elon Musk, les idées de Gaspard Koenig et les petites piques de Michel Onfray. Et je pense qu'il commence à avoir un vrai trou un peu improbable de décentralisation, une gauche très girondine, voire une droite libertarienne, et qu'il commence à avoir des réponses qui se font entre ces deux courants de pensée, et je trouve que c'est peut-être intéressant à poser. Moi, je vais avoir une réponse un peu plus consensuelle. Moi, je dirais Éric Ciotti, puisque... Je trouve ça très intéressant aujourd'hui de pouvoir venir expliquer concrètement la différence idéologique entre ces partis de droite qu'on voit émerger avec Horizon, avec Reconquête, avec le Rassemblement national qui aujourd'hui fait vraiment un bon travail d'adhésion de sa base militante jeune. Et je trouve ça très intéressant de revenir positionner un vrai socle idéologique pour pouvoir aussi convaincre, parce qu'il ne s'agit pas simplement, encore une fois, de parler déjà à une base militante, mais aussi de pouvoir exister. Alors voilà, ça c'était la réponse un peu intéressée. La réponse de cœur, je pense que ce serait extraordinaire d'interviewer Vladimir Poutine. Je crois que j'aimerais me laisser 10 ans, encore 20 ans peut-être pour me préparer à ça, mais je crois que c'est ce genre d'interview qui forge la vie d'un journaliste, je ne sais pas si je me considère comme journaliste, mais en tout cas d'une personne qui veut travailler dans l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, d'avoir échangé avec les jeunes républicains. Merci beaucoup. Donc bonjour, je m'appelle Émilien Thérange, je suis jeune LR du Cantal et aujourd'hui c'était pour moi un réel plaisir de venir parce que c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver. On se retrouve, certes il y a le côté politique mais il y a aussi le côté amitié, on se retrouve, parler surtout des préoccupations des Français et de l'avenir qu'on veut pour la France. Donc aujourd'hui pourquoi j'ai adhéré au LR? J'ai adhéré au LR à 14 ans et c'est pour moi j'ai adhéré c'est parce que je pensais que Laurent Wauquiez, et je le pense toujours, pouvait être la personne qui relèverait la France et donnerait un meilleur avenir à notre pays.